Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc cette semaine, on a eu vraiment des mouvements intéressants, que ce soit sur les métaux précieux, que ce soit sur les indices, les actions. Il y a des choses qui se mettent en place, donc ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités d'achat dans les jours et les semaines qui viennent. Il va y avoir évidemment des opportunités de vente pour ceux qui sont déjà avec des positions vendeuses. Il faudra surveiller les niveaux de prise de profit. Je m'attends à une continuation baissière pour l'instant. Donc, en tout cas, voilà, ça risque de pas mal bouger. Donc, à la fois, il faut de la prudence, mais il y aura des opportunités sur les marchés en général. Donc, je vous présente tout ça dans cette vidéo. Bon visionnage. Allez, on commence avec l'or, qui a donc corrigé de manière bien légitime, puisque entre le plus haut de jeudi et le plus bas de vendredi, il a perdu 16% à peu près. Donc, est-ce que ça remet en cause la tendance de fond haussière? Pas du tout. En revanche, ça envoie un petit signal que là, on va peut-être respirer. Donc, quels sont les niveaux de support pour revenir à l'achat? Moi, j'ai un niveau idéal qui est assez loin. Hein. Ça serait idéalement vers 3000 $. Donc, c'est très loin. On n'ira pas forcément, mais un premier niveau plus raisonnable, qui serait déjà quand même un point d'entrée intéressant, c'est 3900 $. Donc sur du très long terme, on entend pas très long d'ailleurs, on entend des estimations à 10 000 $ l'once pour 2030, à 7 000 $, 6 ou 7 000 en 2026. Donc, mais là, le temps quand même est venu de respirer un petit peu. Donc on va surveiller comment, si la correction continue, c'est probable, mais on n'est jamais sûr, et comment ça se met en place, et donc quels seront les prochains niveaux pour revenir un peu sur l'or. Sur l'argent. Alors l'argent, je vous le présente un petit peu. L'argent, on a perdu 38,9% entre les plus hauts de jeudi et les plus bas de vendredi. Donc ça pourrait s'apparenter à un petit crack. Pour autant, là encore, c'est un mouvement absolument normal étant donné les taux d'augmentation qu'on avait eu les semaines précédentes. Donc pour mettre ça dans une dimension d'un peu plus long terme, je vous présente ce graphique depuis 1967 et voir comment se sont passés les précédents mouvements de hausse sur cet actif. Donc entre 1972 et 1980, donc plus de 8 ans, on a une hausse totale de 3600%, donc fois 37. En deux temps, premier temps avec une première jambe de hausse de 467%, on a stabilisé pendant 3 ans, on est reparti avec une deuxième jambe de hausse de 1150%, donc sur une durée d'un peu plus de 8 ans. Le deuxième mouvement de ce genre a eu lieu entre, on va dire, janvier 2001 et janvier 2011, entre le plus haut et le plus bas. Donc là, on est exactement à 10 ans, sur une performance totale de 1130%, donc un peu plus que x12, avec ici, en 2008, une baisse au milieu de cette tendance, avant la reprise. Donc là, on pourrait être donc dans une nouvelle phase de hausse qui aurait commencé en janvier 2020 et qui durerait donc entre 8 et 10 ans. Donc on va dire qui terminerait aux alentours de 2029. Et on en est où? Alors, on en est déjà. Alors, on voit une figure de très long terme potentiellement de ta séance qui nous donnerait des objectifs, soit si on prend les plus hauts, soit si on prend les clôtures annuelles, entre on va dire 300 $ l'once et 700, 650, 700 $ l'once. Donc ça, c'est les objectifs théoriques par rapport à cette grande figure chartiste. Ce qui est tout à fait vraisemblable par rapport aux hausses historiques précédentes, puisqu'on serait dans une hausse comprise entre 2300% et 5000%, ce qui fait beaucoup, mais c'est pas impossible. Maintenant, si on zoome et qu'on regarde où on en est. Alors, donc cette très très grosse semaine de baisse, ça va nous amener où? Idéalement, ça pourrait nous amener dans la zone comprise entre 45 et on va dire 55 $ l'once d'argent. Ça permettrait de rentrer à bon compte par rapport au prix que ça a atteint dernièrement, presque 120, aux alentours de 120 $. Ça permettrait de rentrer à bon compte et sans remettre en cause la tendance de fond haussière. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller dans les jours et les semaines qui viennent.
Et si on revient dans cette zone, je pense que j'ouvrirai une position assez importante, sachant que si on continue de baisser, on a encore 30% de potentiel de baisse, 35%, parce qu'on pourrait éventuellement revenir chercher la zone des 30 euros. Mais pour moi, ce mouvement sur l'or et sur l'argent n'est pas forcément fini. Et donc il y a encore beaucoup de potentiel de hausse. Donc évidemment, c'était pas le moment d'acheter quand on fait des mouvements comme ça, qui vont de plus en plus vite, enfin, qui vont trop vite. En fait, il y a forcément une correction qui est sévère. Mais à moyen terme, ça se joue à l'achat. Voilà. Sur maintenant le Bitcoin. Alors très intéressant le Bitcoin. Je vous avais dit la semaine dernière, donc c'est la cassure de cette zone là qui devrait donner le mouvement. Donc on a bien cassé, on avait commencé à casser quand je faisais la vidéo. On allait plus bas, 85 000. Et puis on est remonté et on est venu tester ce magnifique niveau qui est à la fois le haut de cette zone de range qu'on avait identifié et le bas du canal qu'on avait identifié. Donc on a bien eu un signal ici de baisse et on a eu un test du niveau clé et là on a pu continuer la baisse. Du coup, ça nous a emmené assez rapidement vers notre premier objectif d'achat sur le Bitcoin qui était vers 77 000. Alors, est-ce que j'achète tout de suite à ce niveau? Non. Euh, je, je vais voir. J'avais pris des petits shorts sur le Bitcoin. Donc peut-être pour le principe, je vais quand même ouvrir une petite position et me mettre neutre sur une partie des shorts. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça peut aller plus bas. Et en fait, que ça peut aller chercher l'objectif idéal, on va dire, on va dire autour de 60 000 dollars. Il faudra affiner, si jamais on s'approche de cette zone, il faudra affiner le point d'entrée. Mais je vois pas tellement, enfin, à voir. C'est à la fois c'est un gros niveau de support, mais j'ai le sentiment qu'on peut aller plus bas. Si on fait juste un peu de géométrie et qu'on prend cette jambe de baisse et qu'on l'applique ici, ouais, on est même plutôt vers les 52 000, donc ce qui serait le point extrême de retracement. Mais pourquoi pas avec le Bitcoin, ça peut aller très vite. Voilà. En tout cas, là, je surveille. Peut-être je prends une petite position, mais clairement, je vais surtout attendre de voir ce qui se passe dans les prochains jours. Si jamais on forme une figure de retournement en unité de temps 4 heures, par exemple, là, à ce moment-là, je renforcerai peut-être. Sur le XRP, alors j'aurais aimé que le XRP ne soit pas sur son gros niveau de support. On a touché quasiment à 50, c'était un point d'entrée idéal. Mais pareil, j'ai pas pris parce que comme je pense que le Bitcoin peut aller plus bas, j'ai pas envie de rentrer sur l'XRP parce qu'il pourra pas tenir tout seul. Euh, alors, le fait qu'on soit sur ce niveau, qui est quand même vraiment important, me fait penser que les cryptos peuvent rebondir la semaine prochaine. Euh, mais en tout cas, pareil, sur le XRP, à ce moment-là, je regarderai dans une unité de temps beaucoup plus courte et pour voir si on construit quelque chose entre 1,80 et 1,50. Et, et ça pourrait être un petit point d'entrée en spéculation. Allez, on passe aux indices boursiers. Donc là, on est sur le Nasdaq en hebdomadaire et en ligne. Donc, quand on regarde ce graphe, on peut se dire que il se passe plus rien sur le Nasdaq, on consolide. Si on affiche les chandeliers, on voit qu'on a une semaine vraiment très intéressante. Avec, on a testé à quelques points près l'ancien plus haut historique et on a rejeté sous sous ces obliques qu'on avait tracées déjà la semaine dernière. Donc là, on a clairement une faiblesse sur le Nasdaq qui alors, nous renvoyer évidemment vers le premier niveau, vers 25 200. Mais ça, c'est très près, c'est-à-dire 1,3%. Plus vraisemblablement vers le niveau suivant, vers 5% de baisse, entre 5 et 7. Et en revanche, donc soit on tient cette zone et on continue à consolider pour pouvoir repartir, soit on casse. Et là, clairement, ça veut dire qu'on aura un signal quand même de baisse un peu plus profond, puisqu'on aura formé un double top ici. Et le double top, il est validé quand on casse l'ancien plus bas. Donc moi j'ai un premier objectif entre 5 et 7% de baisse. Et ensuite, si ça casse, ce sera l'objectif suivant. Et là on part plutôt vers à peu près 13 ou 14%, on va dire 15%
de baisse à suivre. Donc mon scénario de correction est toujours plus que jamais, je dirais, privilégié maintenant, étant donné la semaine qu'on a eu là, et qui envoie un premier signal. À peu près la même configuration sur le S&P 500, donc la même logique. Cette fois, on a fait un plus haut, mais on est quand même rejeté. Donc on a à peu près les mêmes ordres de grandeur avec comme objectif de baisse. Alors ce qui est intéressant sur les S&P 500, c'est de regarder le VIX. En fait, on voit que depuis le 24 décembre, le VIX a eu une tendance légèrement haussière. Donc le VIX, c'est l'indice de volatilité des options sur le S&P 500. Et quand ça monte, ça veut dire qu'il y a de la peur, il y a de la méfiance dans le marché. Or, depuis cette même date, si on se place en journalier, depuis le 24 décembre ici, on voit que on clôture exactement la semaine au même niveau que le 24 décembre. Donc on était plus c'est pas vraiment un range, ça s'écarte, ça serait plus un porte-voix là. Il y a ce qui est aussi d'ailleurs un élément qui montre l'indécision. Mais donc ce qu'on constate, c'est quand même une divergence entre le VIX qui monte et le S&P qui stabilise. Donc là encore, c'est un élément supplémentaire qui plaide en faveur d'une continuation baissière dans les prochains jours, les prochaines semaines. Sur l'euro-dollar maintenant, donc là, alors j'ai tourné la vidéo en 2 fois, donc j'ai tourné hier dimanche, j'ai commencé, et là on est lundi matin, il est 4h35 du matin en France. Donc on voit qu'on a l'euro-dollar qui cote déjà sur lundi matin. On a une semaine évidemment de hausse, donc de faiblesse du dollar et de hausse de l'euro, mais on a été rejeté. Et surtout, on est dans cette zone. Alors, on avait identifié cette zone grise autour de laquelle on tournait, et on avait dit, ça, voilà, donc, il faut un mouvement par rapport à cette zone. Donc là, le mouvement on est parti vers le nord, donc renforcement de l'euro par rapport au dollar, et on atteint cette zone rouge qui est vraiment la zone pivot, très très importante pour les prochains mois sur les devises. Disons que tant qu'on reste sous 1,24, tout est encore possible. Alors plus on se rapproche de 1,24, et plus le risque d'une cassure et donc vraiment d'une baisse durable du dollar est importante, mais pour l'instant on n'en est pas là. On pousse, mais il faut être patient pour savoir si cette baisse du dollar va se concrétiser dans les mois qui viennent. Moi, je pense que le dollar n'est pas encore mort pour l'instant et qu'on peut tout à fait sur l'euro et qu'il peut y avoir un sursaut et qu'on peut tout à fait rebaisser sur l'euro-dollar. Donc, je surveille cette figure. J'ai plutôt tendance en termes de trading à chercher des shorts dans la zone haute. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me place en unité de temps 4 heures et je regarde le RSI. Donc on avait ici, quand on sort, qu'on est au-dessus des 70 et qu'on réintègre, là je surveille pour voir si, enfin là je cherche plutôt des shorts. Donc si on revient dans cette zone au-dessus des 70, je regarderai quand on en sort s'il y a une configuration graphique et puis un niveau de prix qui valide la potentialité d'un mouvement de baisse pour les jours suivants. Donc moi je vais plutôt chercher des shorts dans cette zone. Et puis pareil, si quand on rebaisse, je chercherai des achats. Alors en fait plutôt du coup avec des options ici parce que comme il y a de l'indécision et que c'est des mouvements qui peuvent prendre un peu du temps, je cherche des options avec des échéances longues et je cherche à peu près à être neutre à me couvrir en achetant des puts assez hauts et des calls assez bas. Comme ça, je peux pas perdre techniquement si les zones, enfin, si le prix de l'option n'est pas trop élevé et donc il suffit que j'attende la sortie pour gagner en fait. Donc ça, c'est le scénario idéal, c'est si on fait bien du swing comme ça sur l'euro-dollar, ça peut être une stratégie payante. Et sinon, donc, je préfère prendre des options. Et puis, bah, si je prends un put et que ça va plus haut, bah, j'ai perdu mon put. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Sur donc l'USD Yen, donc là, j'ai soldé toutes mes positions. Je vous avais dit attention à cette zone. J'ai un petit peu peur parce que la Banque centrale du Japon n'est pas indépendante comme peut l'être la Banque centrale européenne ou même la Fed encore aujourd'hui. Et donc ils ont le pouvoir vraiment de protéger leur monnaie. Euh, et voilà, je pense que vers 160, ils protègent le yen, la baisse du yen. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus méfiant. En tout cas, j'avais dit moi je regarde ça sur les niveaux hebdomadaires.
Donc le dernier niveau important en hebdomadaire, il était vers 155, donc j'avais placé un stop en dessous et j'ai été pris, donc je suis sorti avec un stop profit sur l'USDN, et donc là pour l'instant je fais rien du tout. Je préfère être sur l'euro au dollar pour le coup, et si on revient dans cette zone des 160, peut-être que je serai vendeur, mais je suis quand même méfiant, parce que si le dollar doit se renforcer, euh, la banque centrale japonaise ne pourra pas forcément tenir éternellement ce niveau. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est des cassures très très violentes. On peut prendre 10, 15, 20% très vite, comme c'était arrivé sur l'euro contre le franc suisse, où on avait perdu 30% en quelques minutes. Donc je me méfie quand même de ça quand les banques centrales ne sont pas indépendantes, elles protègent des niveaux, mais ensuite, si ça casse, c'est hyper violent. Voilà, cette semaine, je vous parle pas beaucoup d'actions, je vous en ai beaucoup parlé dans les deux séances précédentes, enfin, les deux vidéos précédentes. Je vous montre juste quelques opportunités que je surveille. Donc Race, c'est Ferrari, donc c'est fondamentalement, c'est vraiment une très très belle valeur. Et si on pouvait avoir la chance de venir vers les 230 euros, là je prendrais une grosse position. J'ai ouvert une petite ligne sur les niveaux là vers 280 euros, mais j'ai ouvert seulement 20% du total de ce que je veux investir sur la valeur. C'est histoire de pas être déçu si jamais on s'arrête là et d'être quand même dedans et de pouvoir ensuite renforcer. Mais idéalement, j'aimerais bien qu'on aille plus bas, donc avec un niveau idéal vers 230. Sur LVMH, donc très belle entreprise fondamentalement, avec un secteur du luxe qui est un petit peu à la peine, et des résultats 2025 pas très bons, mais du coup ça génère des opportunités d'entrée sur ce secteur et cette entreprise qui se paye encore assez cher, mais les ratios financiers donc sont en train de devenir de plus en plus intéressants, avec un premier niveau d'achat vers les 500 euros. Voilà, pareil, là je prendrai une position sur 500. Peut-être pas tout, parce que j'observerai, ça peut aller plus bas. Je regarde de près Kering, j'avais pris un short vers les 320, et en fait je vais faire, comme je suis gagnant sur ce short, quand je couperai le short, je pourrais prendre la position acheteuse sur une entreprise du luxe, donc je serai neutre au marché le temps de voir ce qui se passe. J'ai plutôt un objectif idéal vers les 220 sur ce short. Euh, voilà. Et sur Hermès, qui est l'entreprise souvent la plus forte du secteur, mais qui se paye aussi très cher, on a un premier objectif qui est très près à moins 5%. Donc là, je sais pas, faudra voir si on pouvait perdre plutôt moins 17, moins 18. Ça serait très très bien pour rentrer à long terme sur ces très belles valeurs aussi, mais qui se payent très cher. Dernier point sur des valeurs que j'avais présentées précédemment, Alten. Là, on a eu une superbe semaine sur la semaine juste entre l'ouverture et la clôture, on a fait 12%, et entre le plus bas et le plus haut, à mon avis 16%. Donc ça c'est satisfaisant parce que c'est une belle valeur fondamentalement, bien gérée, qui était voilà, qui consolidait dans un range comme ça, et on casse ce niveau qui est aussi un niveau oblique. Donc graphiquement c'est très propre, et fondamentalement c'est une valeur qui a des qualités. Je pense que les mauvaises nouvelles sont vraiment pricées maintenant. Et en fait, comme il y a eu une nouvelle, enfin des résultats un peu moins mauvais que attendu, bah, du coup, ça fait monter le titre. Donc c'est ça que j'aime bien avec ces titres-là, c'est que il faut pas forcément fondamentalement des très très bonnes nouvelles, mais comme on a déjà beaucoup vendu les mauvaises nouvelles, quand c'est un peu moins mauvais, ça tire le titre vers le haut. Et donc il y a beaucoup de potentiel. C'est le même principe sur Sopra Group, une autre société française de services. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est un peu le même principe sur l'ensemble des sociétés de conseil et des sociétés de services, où je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Donc voilà pour cette présentation hebdomadaire. Comme d'habitude, faites-moi savoir si vous avez des points particuliers, vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses, ou que au contraire vous êtes d'accord et que vous souhaitez avoir des approfondissements ou des valeurs que j'analyse en plus. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.